c'est vrai que nous avons beaucoup parlé de technique, de machines, de robots. On va maintenant, si vous voulez bien, ouvrir une petite parenthèse enchantée. On va retrouver, nous avons rendez-vous maintenant avec une ostéopathe et un nouveau-né. On y va. Donc il est un petit peu en inclinaison, vous voyez, comme ça là. Je vais aller travailler un tout petit peu sa jambe. Où là, elle est beaucoup plus remontée, vous voyez. Donc les bébés sont un petit peu dans toutes les positions dans le ventre d'une maman. Je vais simplement commencer par ça. Et puis en même temps, je dis bonjour au petit bébé qui ouvre ses yeux. Et puis que se dit, tiens, on est en train de faire quelque chose pour moi. Voilà, et puis on le fait tout en douceur. Et ça finit par lâcher tout doucement. Donc après, je vais positionner ma main sous le sacrum. Et puis là, c'est pareil, on sent qu'il s'incline bien du côté gauche, mais pas beaucoup du côté droit. Donc tranquillement, eh bien, je vais aider à ce qu'il y ait une meilleure harmonie. Donc nous, on travaille sur les fascias, c'est-à-dire ce sont des aponevroses qui entourent les muscles et les viscères. Et donc on regarde s'il y a des tensions globales. Donc j'ai ma main gauche là qui est positionnée en arrière et tout est toujours doux. Le bébé montre dans quelle position en fait il est. C'est-à-dire qu'intérieurement, vous voyez, il était certainement dans le ventre de la maman, un peu positionné comme ça. Donc avec un bébé, on prend toujours son temps, on est à l'écoute. Là on fait une petite pause. Il a donc cette petite inclinaison à gauche qui est gênante. Voilà, donc en respectant les tissus, vous voyez, il arrive même à s'endormir alors que je suis en train de le mobiliser. Et en même temps, je vais mettre en mouvement tout l'ensemble du corps. Voilà, pour que ça lâche tout doucement. Et nous, donc on vérifie simplement les restrictions de mobilité, tout simplement. Et là, vous voyez, il commence à se laisser aller. Voilà, et même son bras, vous voyez, se relâche. J'arrive à tourner sa tête. Voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et en fait, c'est tout simplement en lâchant une tension qu'il y avait au niveau des dorsales que la tête accepte. Et c'est vraiment toujours dans le rythme du bébé. Voilà, donc je vais pouvoir remettre ce petit bébé dans son lit. Donc il est un petit peu en inclinaison, vous voyez. C'était un moment enchanté, je dis. On a toujours un petit problème de micro ce matin. Des micros qui ont décidé de ne pas fonctionner avec nous, mais ça va le faire quand même, on va y arriver, on est les meilleurs techniciens du monde. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, justement. Alors pour parler de se soigner différemment, on est avec Stéphane Valla. Bonjour. On va vous donner un micro qui fonctionne, voilà, je l'espère. Vous êtes le directeur du pôle santé sud, CMCM, au Mans. Au Mans, oui. Nous étions chez vous à l'instant d'ailleurs. Oui, tout à fait. On va revenir vers vous parce que ce qui est important, c'est que vous avez ouvert chez vous un centre de médecine douce. Oui, tout à fait. Voilà, on va revenir là-dessus, c'est important. On est aussi avec Marie-Jean Chauvin. Bonjour, prenez un micro, voilà. Bonjour. Vous êtes socio-esthéticienne à la clinique du Pré. Tout à fait. On va s'intéresser de près, de très très près, à votre discipline, qui est un apport plus que positif pour les malades. Voilà, je peux d'ores et déjà le dire parce que c'est ce que je ressens. Voilà, tous ceux qui vont venir ce matin autour de nous sont des gens importants pour les malades, tous. Voilà. Marc Picard d'Estellan, vous êtes psychologue au Confluent, centre Catherine de Sienne, et en plus vous êtes hypnothérapeute. C'est ça, exactement. Voilà, ne me regardez pas comme ça. Auprès de Ne me regardez pas comme ça. Je vais vous regarder comme ça, justement. Auprès de patients atteints de cancer et de patients douloureux chroniques. D'accord. Et on verra que l'hypnothérapie n'a rien à voir du tout avec le spectacle. Tout à fait. Et qu'on part d'ailleurs sur des bases et sur des préjugés qui n'ont rien à voir du tout avec votre science. Tout à fait. Voilà. Et on le reprécisera. On reprécisera ça tout à l'heure. Aurore Lafont, est-ce que ce micro va marcher? Oui. Voilà. J'ai peur maintenant. Vous êtes donc sage-femme, acupunctrice. Exactement. Voilà, c'est les deux qu'il faut combiner. Hein. Voilà. Vous êtes donc à La Roche-sur-Yon, vous, voilà. à la clinique Saint-Charles. Et on reviendra vers vous tout à l'heure pour savoir exactement ce que vous faites et ce que vous proposez aux patientes. D'accord? À tout à l'heure. Monsieur Valla,
c'est par vous que nous allons commencer. Pourquoi avoir ouvert dans votre établissement un centre de médecine douce? Nous avons ouvert il y a 1 an un centre de médecine douce parce que nous avons un établissement dans lequel se pratiquent à peu près toutes les spécialités médicales et chirurgicales, y compris psychiatriques. Nous l'avons dit tout à l'heure dans un débat précédent, il y a une hyper spécialisation de chaque discipline. Or, il manquait, pour répondre à une demande croissante, des prises en charge complémentaires, on les appelle, des thérapies complémentaires, pour justement avoir une approche différente du patient, une approche plus globale, et résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément que physiques, et qui sont pré-, per- et post-hospitalisation. Voilà. Ça veut dire que jusqu'à présent, on s'est trop intéressé au curatif, pas assez au préventif? Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, tout le monde le reconnaît. Je pense que nos structures sont et étaient jusqu'à maintenant des structures essentiellement thérapeutiques. On va s'écouter plus dans les années qui viennent, nous les patients? On s'écoute déjà plus, je pense. D'accord. Vous citez peut-être 2 chiffres. 7 Français sur 10 ont répondu à une enquête en disant qu'ils étaient intéressés par les médecines douces et les thérapies complémentaires. C'est une enquête de l'OMS. Et 50% de la population des pays occidentaux a déjà consulté des médecines douces, des praticiens de médecine douce. Donc il y a une vraie demande. Cette demande, elle est croissante. La difficulté que l'on rencontre, c'est la compatibilité et les passerelles que l'on peut lier entre la médecine traditionnelle et les médecines complémentaires. On va dire thérapie complémentaire pour ne froisser personne. C'est la grande difficulté et le grand enjeu, en fait. C'était la question suivante, celle que j'allais vous poser, justement, comment est-ce que vous managez tout le monde? C'est assez compliqué, ça ne se fait pas naturellement. Et ça se fait naturellement dans le monde entier. Ça se fait pas naturellement dans le monde entier. Il n'y a pas très longtemps, je recevais des dirigeants d'un groupe de cliniques coréennes. On peut penser que peut-être les médecines chinoises ou les médecines alternatives sont plus imprégnées, et finalement ils ont rencontré les mêmes problèmes que nous, c'est-à-dire devant la formation traditionnelle de la médecine occidentale, il y a un véritable frein, voire une suspicion à l'égard de praticiens qui ne sont pas médecins, pas tous en tout cas, certains le sont, les acupuncteurs le sont parfois, qui ne sont pas tous médecins, qui n'ont pas forcément des thérapies qui ont été étudiées, validées. Parfois les académies de médecine des différents pays concernés sont assez réticentes. Il y a une évolution de ce côté-là, mais c'est vrai que la liaison n'est pas naturelle, on va dire. Alors, ce qui se passe, ce qui est assez étonnant, c'est que dans notre expérience, on s'aperçoit que les praticiens les plus avancés dans leur carrière, et quelle que soit leur qualité d'ailleurs, sont les plus intéressés. Peut-être parce qu'au fil de leur carrière, ils sont aperçus qu'ils n'avaient pas la solution à tout, qu'ils n'avaient pas la réponse à tout, et que leur expérience consiste à considérer que la médecine, aussi performante qu'elle puisse être, ne peut pas tout soigner, ne peut pas tout résoudre. Et l'hyperspécialisation, c'est encore peut-être la vraie cause de l'histoire. Je pense qu'il y a une véritable évolution dans la médecine. Le médecin généraliste ou le chirurgien de formation généraliste d'il y a 20 ans ou d'il y a 25 ans n'existe plus aujourd'hui dans nos structures, quasiment plus. Aujourd'hui, nous avons des spécialistes d'une pathologie, d'un membre, parfois, et on ne peut pas dire que quand un patient vient dans une structure, il n'a nécessairement qu'une seule pathologie. Voilà. On va se tourner maintenant, merci beaucoup, si vous le voulez bien, vers une sage-femme. On va parler avec vous de ce que vous faites au quotidien. Or, vous êtes sage-femme, ça, jusque-là, tout va bien. Oui. Voilà. Ça va aller bien après aussi, d'ailleurs, puisqu'on en parle. Mais en plus de votre spécialité de sage-femme, vous êtes intéressée à l'acupuncture. Alors, la question, elle vient tout de suite, pourquoi? En fait, j'ai toujours été intéressée par les médecines douces parce que, en fait, ces médecines permettent d'apporter une vision globale du patient. Cette approche nous manque effectivement en médecine occidentale. Ensuite, en tant que sage-femme, j'ai pu observer les femmes enceintes et il se trouve que la grossesse n'est pas forcément toujours très épanouissante. Donc les femmes enceintes souffrent souvent de maux de grossesse qui peuvent parfois être assez invalidants. Beaucoup de médicaments en fait, sont contre-indiqués pendant la grossesse par rapport aux risques malformatifs potentiels sur le fœtus. Et donc l'acupuncture permet d'apporter une réponse positive, une amélioration de ces maux de grossesse sans
aucune complication, aucun risque d'effet secondaire, ni de risque malformatif, puisqu'on utilise des aiguilles qui ne contiennent aucune substance active, donc voilà, aucun risque malformatif pour le fœtus. Alors justement, la question c'est comment ça marche? Parce que des aiguilles, il n'y a rien dedans, comment ça marche? Alors, si vous voulez, on pique donc sur des points particuliers, donc on appelle des points d'acupuncture, et en fonction de l'endroit où on pique, on va provoquer une réaction différente en fonction justement de l'endroit où l'on pique. Que proposez-vous aux femmes enceintes? Donc il y a le avant, pendant et après. Oui. Ouais. Donc l'acupuncture dans le cadre de la grossesse va intervenir dès le départ sur les nausées et vomissements de grossesse. L'acupuncture peut aussi améliorer donc, toutes les douleurs, donc les douleurs sciatiques, lombaires, ligamentaires. On va aussi intervenir sur les brûlures d'estomac, les remontées acides, les troubles du sommeil, mais également sur tous les symptômes on va dire psychologiques, le stress, l'anxiété, l'irritabilité. Et donc, on va travailler vraiment sur la personne dans sa globalité, dans son ensemble. Et sur son confort. Et sur son confort. Le but, c'est d'apporter vraiment un mieux-être voilà, aux femmes enceintes. Alors, il y a eu de l'accompagnement pendant 9 mois. Oui. Arrive le jour fatidique. Que se passe-t-il? Il n'y a plus de péridurale? Alors non, l'acupuncture n'a pas pour but de remplacer la péridurale, pas du tout. D'ailleurs, de façon plus large, l'acupuncture n'a pas pour but de remplacer la médecine occidentale. Le but, c'est d'apporter une réelle complémentarité et d'apporter vraiment du mieux-être. Un accompagnement. Voilà, un accompagnement. Alors le jour J, vous êtes là, bien sûr, en tant que sage-femme, et vous faites en plus de l'acupuncture. Voilà. Qu'est-ce que vous allez proposer là? Alors, pendant le travail, donc l'acupuncture va permettre, par exemple, de détendre la patiente, ce qui va augmenter son seuil de douleur. Donc, on va pouvoir, par exemple, retarder le moment où on va poser la péridurale, ce qui va permettre un travail plus harmonieux et une diminution du temps du travail, justement. D'accord. Vous permettez donc d'être moins en salle de travail et que l'accouchement se fasse plus rapidement. D'avoir un travail plus rapide. Ça, vous pouvez le prouver. Moi, je le constate tous les jours dans ma pratique. Oui. Non, c'est important. Les gens qui nous regardent et qui pourraient se dire, tiens, c'est important. Et après, alors, l'accouchement, il y a le baby blues? Il y a le baby blues, il y a des douleurs aussi qui apparaissent. Donc, voilà, l'acupuncture peut également intervenir sur voilà, toutes ces douleurs au niveau de l'utérus, voilà, sur également effectivement le baby blues, sur l'allaitement. Voilà, c'est une technique qui est vraiment très, très complète, voilà, du début de la grossesse jusqu'aux suites de couches. Alors, comment est-ce qu'on vient vers vous? Est-ce que vous communiquez? Est-ce que vous proposez spontanément l'acupuncture aux patientes qui viennent vous voir? Ça se passe comment? Oui, alors quand j'ai l'occasion, voilà, bien sûr, je parle d'acupuncture aux patientes, parce qu'il est vrai qu'elles ne sont pas toujours voilà, informées voilà, qu'il existe des techniques autres que les médicaments pour solutionner voilà, ces maux de grossesse. Au sein de la maternité, donc à la clinique Saint-Charles, voilà, j'ai également des collègues qui me soutiennent et voilà, qui parlent également d'acupuncture. Les gynécologues obstétriciens avec qui je travaille voilà, m'envoient aussi des patientes. Donc voilà, c'est une relation saine, naturelle voilà. Et d'équipe. Tout à fait. Okay. On y travaille. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous allons maintenant parler d'hypnose. Alors c'est vrai que l'hypnose, on l'a dit tout à l'heure, c'est une technique, une science qui, quelque part, à cause de la télévision, du show business et autres, nous arrive avec un prisme différent de ce qu'elle est réellement. Tout à fait. Voilà. Alors ce qu'on va faire avant d'en parler avec vous ici sur ce plateau, c'est qu'on va les rejoindre. Le docteur Montségu, il fait partie du réseau Douleurs Sarthe. Il va nous expliquer, lui, sa vision, puis vous la compléterez juste après. D'accord ? Merci. On y va. L'hypnose médicale est un état modifié de conscience. Donc le patient donc, est conscient et il est en relation donc, avec lui-même et le thérapeute. C'est-à-dire que le patient donc, est en état modifié où il lâche prise et donc il est en interrelation avec lui-même et avec ce que dit le thérapeute.
Donc c'est une relation entre le patient et le thérapeute. Le thérapeute ne fait qu'accompagner cet état modifié de conscience. Il l'accompagne par ses paroles. Les indications sont assez larges, hein. Ça va de la phobie, peur de descendre l'escalier, peur du vide, etc. Et puis dans le cadre de la douleur, où on s'aperçoit qu'on peut modifier l'état douloureux, la perception douloureuse qu'a le patient. Parce qu'une douleur est une expression subjective du patient. Dans le cadre de l'hypnose, il n'y a pas de consensus en fait. C'est-à-dire que vous voyez le patient tous les 15 jours par exemple, ça peut être un format. Il se met donc en état d'hypnose grâce au thérapeute. Et puis, au fur et à mesure, il engrange un petit peu, voilà, c'est les ouvertures qui s'effectuent en lui sur le plan inconscient. Et il fait appel à ses ressources internes. C'est important à savoir dans l'hypnose, c'est qu'en fait, le thérapeute est un tuteur et que les ressources internes du patient, c'est lui qui va aller les chercher. C'est une autogestion et plus encore, c'est-à-dire qu'en fait, le patient voit un état de fait ou un état émotionnel et ça permet de modifier son état. C'est-à-dire que son inconscient, il puise dans ses ressources internes et il va pouvoir voir les choses ou appréhender les choses différemment. Donc là, par exemple, dans le cadre de la douleur, il va pouvoir percevoir ces douleurs différemment. Les neurosciences ont permis un petit peu de mettre à jour le fonctionnement de certaines thérapies de médecine alternative, que sont par exemple l'hypnose, ou que sont les méditations ou l'acupuncture, où on a vu des modifications en imagerie fonctionnelle, en TEPS ou en IRM fonctionnel, au niveau du cerveau. Donc ça a permis un petit peu d'assurer le cartésien qui est un médecin généraliste à se dire qu'il faut aller dans cet état d'esprit d'une médecine globale où justement la relation humaine est peut-être aussi importante que la pathologie du patient. C'est un sujet qui m'a passionné, qui m'a fasciné. Et on va en parler tout de suite avec Marc Picard-Destelan. Donc on parlait d'hypnose et vous, quand on en a discuté ensemble, vous m'avez dit l'hypnose est un état naturel. Et là, j'ai eu peur. C'est un état en effet naturel, c'est un état que l'on traverse chacun d'entre nous plusieurs fois par jour, ouais. De façon cyclique. C'est relié au cycle normal de la vie, comme le sommeil. Ce n'est pas un état de sommeil, c'est un état vigile, c'est un état de veille. Mais un exemple classique, c'est la conduite automobile. Nous conduisons tous en état d'hypnose partielle, plus ou moins profond. Mais aucun d'entre nous ne conduit en étant à 100% sur la route, à 100% attentif à ce qui se passe sur la route. Nous sommes toujours un petit peu ailleurs et parfois même très fortement. C'est vrai que parfois on arrive on fait un petit déplacement, on arrive à la maison, on ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé pendant... C'est grave, docteur ou... C'est exactement ça. Vous avez tout à fait compris, c'est exactement ça. On peut arriver donc déjà sur une transe un peu profonde déjà ici, où le trajet lui-même est complètement, en quelque sorte, oublié parce qu'on l'a vécu dans un autre état, dans un état d'hypnose. Et quand on se retrouve chez soi, on est un peu surpris, tiens, d'être déjà là, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous arrivez à recréer cet état, justement, état naturel donc? Comme on vient de le faire. C'est-à-dire que vous venez d'évoquer un contexte, je l'évoque moi-même de façon un peu plus précise, on va le détailler encore plus. Et en créant ce contexte, on va créer l'état d'hypnose. Donc c'est en fait, quelque part, c'est la confiance qui va s'instaurer entre nous, alors, qui va faire que je vais lâcher prise et que je vais me laisser aller. Alors c'est tout un aspect évidemment qui est très important, l'aspect de la confiance et l'aspect de la relation. Quand vous vivez des hypnoses naturellement, vous pouvez les vivre seul. Quand vous êtes avec un thérapeute, évidemment, nous allons créer un monde commun, un univers commun dans lequel va se développer l'hypnose. Elle va se développer tout naturellement parce que, par exemple, je ralentis ma voix, je change le ton de voix et vous entrez, vous suivez ce phénomène et vous entrez peu à peu en état d'hypnose. C'est pour ça que j'ai une feuille. Alors, voilà. Vous vous occupez de malades. Alors, que faites-vous avec ces malades? Alors,
c'est vrai que l'hypnose présente en soi un certain intérêt parce que c'est un état modifié, et ça c'est très intéressant quand on est douloureux, quand on est anxieux, quand on est dans toutes sortes de problématiques même sociales qui peuvent avoir lieu avec la maladie. Expérimenter grâce à l'hypnose un état différent, c'est pertinent. Mais évidemment, ça prend place dans ce que j'appellerais une stratégie thérapeutique. Je suis psychologue, on va travailler avec un objectif. C'est pas simplement on fait de l'hypnose comme ça, on travaille avec un objectif qu'on détermine ensemble. Et dans cet objectif, dans ce travail, au cours de l'hypnose, comme c'était évoqué sur le reportage, les ressources du patient vont être mobilisées. C'est-à-dire ses propres capacités à vivre les choses différemment vont être mobilisées. Et comme c'est dans un état hypnotique, on n'est pas en train de le chercher, de le convaincre, à le convaincre que « mais si monsieur, vous allez bien », c'est pas ça. C'est il vit réellement quelque chose de différent. Il fait une expérience vivante de quelque chose de différent. Et par conséquent, c'est possible. C'est possible d'aller mieux, c'est possible de changer son paysage interne, c'est possible de changer sa façon de percevoir les choses, de les recevoir et donc d'agir aussi. Et d'avoir moins mal, parce que là pour le coup, c'est le travail. D'avoir moins mal, par exemple, dans le cadre de douleur, même si là aussi, il y a des choses très complexes et très différentes. Une douleur chronique n'est pas la même chose qu'une douleur aiguë, par exemple, dans le cas d'un cancer, ou une douleur séquelaire d'un cancer, c'est encore des choses différentes qui vont être vécues différemment par le patient. Et donc, c'est une grande particularité de l'hypnose, c'est qu'il va falloir que le thérapeute s'adapte de façon extrêmement fine au monde du patient, de façon à permettre qu'effectivement quelque chose change. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai rendez-vous avec vous tous les lundis, quand je vais venir vous voir le lundi, ma douleur va disparaître jusqu'au lundi d'après, et puis je vais en reprendre encore pendant une semaine, etc. C'est pas du tout ça. Ce serait pas très intéressant, en fait. Hein. Parce que ça veut dire que peut-être plus... j'aurais toujours les mêmes patients pendant des années, de lundi en lundi. D'accord. Donc l'intérêt, c'est d'une part d'avoir un travail fort entre nous, là, maintenant, qui vous permette, vous, maintenant, d'expérimenter quelque chose de différent, avec le caractère le plus durable possible. Mais c'est aussi un autre aspect auquel, personnellement, je suis très attaché, c'est d'apprendre aux gens à se mettre en hypnose et à utiliser eux-mêmes, pour eux-mêmes, l'hypnose. Donc, ils repartent aussi avec un outil qu'ils vont pouvoir moduler à leur façon propre pour améliorer leur qualité de vie. Une question qui n'est pas là pour vous choquer, hein, loin de là. Est-ce que ce n'est pas un phénomène de mode ? Alors, c'est depuis... Disons qu'il y a un renouveau de l'hypnose au XXe siècle qui a été initié par un grand psychiatre américain et chercheur américain qui s'appelle Milton Erickson, et qui s'est vraiment, à partir de là, répandu un petit peu dans le monde entier. Mais il y a effectivement, depuis 2-3 ans, un engouement extrêmement fort pour l'hypnose, un engouement qui est relayé largement par le monde médiatique. Donc, c'est à la fois super. J'ai dû me battre au départ pour faire de l'hypnose, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai quelques craintes, même aujourd'hui, parce que les gens viennent avec des demandes parfois complètement irréalistes, ou parce que aussi l'histoire de l'hypnose nous apprend qu'elle a eu au cours des âges des périodes de vogue comme ça, suivies de périodes d'effondrement. Et je crois que le grand défi aujourd'hui, c'est d'instaurer de façon suffisamment fine le travail en hypnose pour qu'on puisse continuer de façon plus durable ce travail en hypnose et de façon adaptée et complémentaire, comme ça a été évoqué jusqu'à présent. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, les gens s'écoutent de plus en plus. Oui. Et là, on est dans l'autosuggestion, donc ils vont se parler aussi de plus en plus. Alors, en quelque sorte, ils vont se parler et on va leur apprendre à se parler ici d'une façon qui construit quelque chose. Ça rejoint toute la thématique de l'éducation thérapeutique dont vous parlerez probablement. Ah, vous êtes beaucoup plus loin que nous. Vous êtes déjà en avance sur notre temps, alors. Mais parce vous parlez de ce qui arrivera tout à l'heure. Ben oui, parce que, en fait, je pense qu'on est sur le même type de thème ici sûr. Avec l'éducation thérapeutique, donc de rendre les gens, d'aider les gens à devenir de plus en plus acteurs de ce qui se passe. De leur santé. De leur santé et puis de leur vie, finalement, tout simplement. Okay, je vous remercie. Nous allons maintenant nous intéresser à la musicothérapie. Je suis complètement hypnotisé par monsieur, il faut que j'arrête de le regarder, surtout je me tourne. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes Maria Le Dentu. Tout à fait.
La musique soigne. Alors on savait qu'elle adoucissait les mœurs, mais de là à dire qu'elle soigne, là c'est encore une autre étape. Oui, c'est vrai. Alors, musicothérapeute, qu'est-ce que c'est et comment ça s'apprend? D'accord. Le musicothérapeute, en fait, effectivement, musicothérapie, c'est un soin, même si ça peut paraître un peu bizarre pour certaines personnes. Donc, c'est un soin, on va s'en saisir uniquement de la musique comme outil de médiatisation. Contrairement, par exemple, à l'hypnose qui était évoquée, l'hypnotiseur, il est obligé de parler pour soigner. Ouais. Et le musicothérapeute, non. Lui, il laisse faire. Il met un disque en fait, c'est la musique. En fait, nous, on va communiquer avec le patient, surtout à travers la musique. Ouais. Et c'est vrai, les paroles ont un lieu dans notre travail, mais il est secondaire. Et tout le travail fait à travers la musique. Et ça s'apprend comment? Parce que bon, vous êtes musicienne, ça maintenant on l'a dit, c'est posé, et vous devenez après musicothérapeute. Comment ça s'apprend? Est-ce qu'il y a une école? Oui, donc en fait, aujourd'hui, on a plusieurs écoles reconnues par les fédérations de musicothérapeutes françaises, dont un à Nantes. Donc c'est l'université de Nantes qui fait cette formation. On commence avec Bac+3 et on termine avec un diplôme universitaire de master. Donc voilà, pendant 3 ans, on apprend à devenir musicothérapeute, effectivement. On va s'intéresser à votre travail. Tiens, dans le cadre pour une femme enceinte, voilà, l'accompagnement d'une maternité. On a l'avant, pendant, après. Commençons par l'avant. Qu'est-ce qui se passe quand on vient vous voir? En fait, déjà, on va être plutôt dans les préventifs. On a un peu parlé de prévention tout à l'heure. Donc, nous avons intégré ce projet à Polyclinique vraiment au terme de prévention surtout. Et après, on lui seconde le soin. Les projets qu'on a intégrés, c'est un projet innovant dans le sens qu'il n'existe nulle part en France en soins. Et donc, on propose accompagnement. On va travailler sur le sonore, sur les espaces sonores, sur l'enveloppe sonore et l'histoire sonore de la personne. Et en saisissant ces outils, en fait, on va les donner des outils pour également gestion des stress, des anxiétés, des douleurs. Donc, avant l'accouchement, en même temps, on va créer un espace particulier de communication parce que c'est ça ce qui est très important dans notre travail. Le travail se porte sur les préventions des troubles entre la mère et l'enfant, donc troubles de communication. Et donc, on va créer déjà un espace particulier où la mère va pouvoir se poser, va pouvoir regarder en intérieur de soi et créer un contact avec son enfant particulier qu'on ne peut pas créer autrement, à travers l'écoute musicale. En même temps, on a des traces musiques qui vont effectivement les permettre, chaque fois que l'écoute musicale se reproduit, donc avec les mêmes musiques, en fait, elle va se souvenir de ses états d'avant. Le bébé, le fœtus, qui aujourd'hui, on sait très bien, réagit sur la musique, enregistre la musique et même peut-être connaît la musique beaucoup plus que nous, d'ailleurs. Et du coup, en fait, on va permettre de créer cet espace de communication qui est très particulier. On va saisir les mêmes musiques pendant l'accouchement. On l'organise différemment parce qu'elle correspond tout à fait à la dynamique d'accouchement, parce que l'accouchement, c'est un peu aussi comme musique. Elle a son dynamique qui varie. Et donc, en fait, on va accompagner sur 3 phases. Les premières, naturellement, on va rester plus dans la détente et gestion des stress de l'arrivée, en fait. La phase dynamique qui est très importante parce que les femmes ne doivent pas rester à attendre que l'enfant arrive et doit faut pas en faire fait... si je peux me permettre, il ne faut pas faire de rétention. Oui, il faut être active. Voilà. Il faut être actif et du coup là on va essayer de soutenir des sages-femmes qui apprennent les techniques de travail en dynamique et donc la musique va servir un support, elle va servir d'une enveloppe et en même temps d'un support pour travailler en dynamique, va stimuler la femme
et on va toujours amplifier plus le rythme également pour ne pas casser cette voilà, exactement. Donc, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a technique psychomusicale de la détente, mais je ne l'applique pas pendant l'accouchement. Et ça, c'est vraiment les créations que nous, on avait fait avec, les sages-femmes de Polyclinique. On va stimuler finalement plutôt l'accouchement. Bon, dans les phases d'expulsion, la musique est diffusée dans la salle et ça va servir surtout un lien social. Ça veut dire qu'un lien avec l'équipe, un lien avec le père. Qui est juste à côté, qui généralement se sent un peu... c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Oui, on est très bien. Oui, on est vous êtes bien. Oui. Tout se passe bien pour nous. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai qu'en fait, effectivement, après avoir évalué notre travail sur les femmes pendant un an, finalement, les pères disent qu'effectivement, ça les fait adhérer également à ce qui se passe de façon un peu plus naturelle. Et puis, il y a la troisième phase qui est celle de l'après avec le baby blues. Et vous dites que même si ici, dans nos sociétés, on dit que un petit baby blues, c'est normal. Vous dites non, pas normal. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'étais très révoltée parce que d'origine russe, je ne connaissais pas du tout Baby Blues. Et comme j'étais pas bien, et mon mari m'a dit, c'est tout à fait normal, Maria, t'as Baby Blues, c'est bon. J'étais franchement très agacée. Et je pense que c'est en partie ça qui m'a fait réfléchir sur ce sujet. Et je trouve, et en fait, maintenant, avec l'expérience que j'ai sur le terrain, je suis convaincue que le baby blues, ce n'est pas normal dans le sens qu'il faut attendre les souffrances des femmes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le cerveau d'une femme enceinte, ce n'est pas le cerveau normal. Il y a matière grise qui augmente. Et il y a les... après, il y a les... je vous en prie, les hormones. Les hormones, voilà. Donc, en fait, font qu'elle va devenir plus intuitif. On va plus jouer sur les côtés sentimental. Donc plus à fleur de peau. Oui, voilà. Voilà. Il y a un problème aussi de traiter l'information digitale. Ça veut dire que quand vous les parlez, la femme ne vous écoute pas. Et derrière, il y a un problème. Tout le temps. Tout le temps. Non, pas tout le temps. Et du coup, en fait, quand vous arrivez pour aider à cette femme enceinte, surtout après l'accouchement, aussi en stade de baby blues, elle va mal, mais elle ne sait pas pourquoi. D'accord. Et elle ne sait pas vous exprimer. Donc, du coup, en fait, musicothérapeute va travailler à travers l'écoute musicale, à travers des voyages musicaux, en fait. On va voyager. C'est un peu, ça touche les terrains de l'hypnose, énormément. Donc, on va voyager, faire travail imaginaire, et finalement, la femme va savoir pourquoi elle va mal, et va pouvoir les verbaliser, et après, elle est soulagée, et va être complètement disponible à son enfant. La musique que vous diffusez pendant ces phases-là, c'est votre musique à vous que vous avez achetée dans les magasins Zen, ou c'est la musique que la femme apporte avec elle? Et toutes sortes de musique, parce que si elle écoute du hard rock par exemple ou de la techno. En fait, ça dérange personne. Honnêtement, en fait, on travaille exclusivement avec les musiques. En fait, il y a deux phases de travail différentes. Au début, on travaille exclusivement avec la musique de la femme. Donc, il faut qu'elle aime sa musique. Il faut que ça les mette dans un très bon état. Et donc, on évite surtout la musique qui provoque les souvenirs négatifs, des coups de mélancolie ou de souvenirs un peu ambigus. Donc, on va vraiment travailler sur celui-ci qui vraiment provoque l'état de bien-être. Parce que les endorphines elles peuvent augmenter de façon considérable. 70%, le taux d'endorphines peut augmenter et du coup procurer cet état de bien-être également. Donc, il faut vraiment qu'elle aime. Et après, à niveau de style... Donc, en écoutant de la musique, on augmente de plus de 70%, on peut le faire, son taux d'endorphine. Donc, c'est l'hormone du bonheur. Oui, du bonheur. Et aussi, il y a un autre hormone qui est très important dans notre travail, c'est l'ocytocine. Et l'ocytocine également, ça augmente également, donc son taux augmente. Et l'ocytocine, c'est une hormone qui est très importante dans les phases d'expulsion pendant l'accouchement. D'accord. Et pareil pour l'allaitement maternel, c'est une hormone qui influence l'éjection de lait. Donc on est vraiment bien.
Bon, et quand on n'est pas une femme et qu'on ne va pas accoucher, on peut venir vous voir ou pas? Oui, en fait, réflexion qu'on se fait, effectivement, les pères, généralement, ils sont... non, mais pas uniquement dans cette phase-là. Hein, oui, n'importe quel moment, n'importe qui peut venir vous voir. Oui, n'importe qui peut me voir, mais pour ça, en fait, il faut... Moi, je pense que la musicothérapie, elle est toute nouvelle, elle est très développée dans la psychiatrie. Elle se développe dans les médecines chirurgicales, également traitement des cancers, mais elle est très très récente et même peut-être inexistante dans les prises en charge des patients en fait de façon plus globale en fait. Donc en fait c'est à développer et je pense qu'à faire connaître effectivement et je trouve que je pense qu'on a vraiment notre place à faire. Mais il faut du temps, il faut aussi une écoute. Cette coopération entre les médicales, donc médecin, et paramédical. Parce que ce que comme médecin, c'est oui, effectivement, là, je peux employer musicothérapeute. La musicothérapeute, ça lui fera du bien. C'est comme ça que ça se passait, les travaux sur le terrain en maternité. Les péricultrices, ils voyaient la femme, ils disaient « Ah là, Maria, effectivement, tu peux intervenir parce que là, ça lui ferait du bien. » Ouais. Vous êtes très passionné, on a pu le voir ce matin, on l'a vu aussi hier lorsqu'on s'est réunis, et je peux même dire plus, il y avait des médecins qui étaient avec nous, et il y en a quelqu'un qui est venu nous voir en disant « ça m'intéresse ». Voilà, c'est pas une blague, c'est vrai. Donc je vous souhaite plein de bonheur. En tous les cas, vous êtes pleine de passion, ça c'est bien ça. Vous êtes à fond, à fond, à fond. Oui, par contre, pour les émissions, c'est pas bien. Un petit peu de musique, cool. Écoutez un peu de musique classique, vous allez voir, ça va vous faire du bien. D'accord, merci. Marie, vous êtes socio-esthéticienne à la clinique Dupré. Moi, c'est l'association entre socio et esthéticienne qui m'a tout de suite interpellé. Expliquez-nous en 2 mots ce qu'est votre métier. Alors, je peux vous expliquer la socio-esthétique. On est sur une pratique professionnelle des soins esthétiques adaptés dans un milieu médical, social, voire carcéral. Ça s'apprend où? On est d'abord esthéticienne? Il faut d'abord être esthéticienne. D'accord. Il faut effectivement bien être diplômé de l'esthétique, avoir exercé minimum 2 ans, et ensuite on se dirige vers une école dont je vais parler puisque c'est mon école. C'est le CODES à Tours, qui est aujourd'hui reconnu par l'État. Comment est-ce que vous êtes venu, vous, à cette discipline et pourquoi? Je vais dire, je crois que je l'ai toujours porté en moi. Avant d'être esthéticienne, moi j'ai exercé comme éducatrice. Ensuite, j'ai exercé comme responsable de parfumerie en ayant été esthéticienne. Et un jour, je savais que je réunirais ces 2 métiers. Parce que ces métiers-là, bon, on va faire une petite parenthèse rapide, c'est aussi des métiers d'écoute. Oui. Voilà. Quand on est esthéticienne, si on n'est pas à l'écoute, vaut mieux arrêter. Voilà. Voilà. Donc vous avez développé l'écoute active à ce moment-là. Complètement. Et cette écoute aujourd'hui vous sert parce que votre métier, vous le faites où? Comment? Pour qui? Donc moi aujourd'hui, j'exerce à la clinique Dupré. Oui. J'ai la chance d'avoir eu un très bel accueil parce que c'est vrai qu'il faut, le chemin de la socio-esthéticienne reste à se frayer. Il y a encore un axe de progrès. J'ai eu un bel accueil avec une équipe qui m'a vraiment accueillie, notamment on parlait de travail en équipe pluridisciplinaire, c'est le cas. Quand on a la chance de pouvoir être accueilli par les psychologues, médecins gériatres, entre autres, et diététiciennes, on fait un très beau travail en gardant le patient au cœur de notre priorité, chacun. Alors justement, votre travail, concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive le matin, j'ai ma feuille de route, on pourrait dire ça comme ça. J'ai donc des patients qui peuvent avoir fait la demande pour me rencontrer. Ça, ils peuvent le faire au niveau du personnel soignant. Ça remonte au niveau d'un secrétariat où il y a une ligne spécifique pour me rencontrer. Et donc, je peux aller les rencontrer et faire mes soins directement en chambre. Soins esthétiques, cela va sans dire. Soins esthétiques. Alors, dans le soin esthétique, qu'est-ce que l'on peut faire quand on est allongé dans son lit et qu'on va être perfusé c'est un soin du visage qu'on peut proposer. Voilà, j'ai la technique pour l'adapter. C'est également le soin des mains, souvent ce que les messieurs préfèrent dans un premier temps. C'est également refaire un maquillage quand il y a eu une maladie, une chimiothérapie. Voilà, on va redessiner un visage, on va réconcilier la personne avec sa propre image, lui redonner confiance.
et j'exerce également en atelier thérapeutique. Hier, vous m'avez dit, ce qui est important aussi, c'est que moi, quand je viens voir un patient ou une patiente, il a la possibilité de me dire non. Et c'est une des seules fois de la journée à l'hôpital, à la clinique, qu'il peut dire non à quelqu'un. Et c'est important. Ça me semble important. C'est une des premières choses que l'on apprend, c'est que le non, c'est un refus qu'il faut savoir respecter. Bien sûr. Et c'est également dans une journée de soins, lorsque la personne est hospitalisée, c'est peut-être la seule occasion où elle va pouvoir s'exprimer et dire non, à cet instant précis, je ne souhaite pas que l'on s'occupe de moi ou que l'on me touche. Je reviendrai le voir, mais je respecte ça et ça me semble important. C'est peut-être remettre en fait la personne, l'humain, au cœur de moi, de ma profession et de mon souci. Malade, faut être beau. Oui. C'est un raccourci que je fais là, hein, mais c'est vrai que dans nos discussions, c'est ce qui est sorti. Malade, je ne dis pas même malade, je dis malade, faut être beau. Oui. Faut être beau parce que si je donne les moyens d'effacer les stigmates de la maladie, si lorsque l'on va se regarder dans le miroir le matin, en sachant qu'en ayant mis un peu de couleur sur les joues, un peu de couleur sur les lèvres, ce premier sourire qu'on va s'offrir à soi permet d'être plus fort pour la journée. Comment on vient vous voir? Comment ça se passe? C'est vous qui faites la démarche? C'est vous qui allez dans les chambres? Est-ce qu'on fait la demande? Comment ça se passe? La demande peut se faire donc par le personnel soignant. La demande peut se faire moi directement quand je vais dans les chambres, dans tous les services, puisque j'ai la chance de pouvoir aller sur tous les services. Voilà, si j'ai un temps de libre qui n'est pas prévu en rendez-vous, je vais frapper dans les chambres. Vous êtes nombreuses dans les établissements de la région? Nombreuses, vous voulez dire en tant que socio-esthéticienne? Oui. Il y en a combien? Alors écoutez, moi aujourd'hui, j'en compte sur 3 que je connais. Oui, 3. 3. D'accord. Nous sommes plus nombreuses puisque le CODES forme 44 socio-esthéticiennes par an. Il y a 2 sessions de formation. Logiquement, nous sommes plutôt nombreuses, mais je dirais peut-être un peu isolées encore. D'accord. Okay, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être venu une nouvelle fois. Je vais faire maintenant appel au docteur Auvinet qui va venir nous rejoindre sur le plateau en direct. Peut-être lui laisser votre place. Merci beaucoup d'être venu. On se verra tout à l'heure parce que je suis parfois un peu stressé, donc ça me servira. Bonjour docteur Auvinet. Bonjour. Vous êtes rhumatologue à la polyclinique du Maine à Laval. Vous êtes un des spécialistes français de la marche. Je ne me trompe pas? Oh, j'ose espérer, mais je dirais, il faut rester modeste. Je m'intéresse à la marche beaucoup depuis 15 ans et je continue à apprendre. Qu'est-ce que l'analyse de la marche? L'analyse de la marche, c'est 2 choses. Premièrement, l'observation de la marche, observer le sujet, ça c'est un temps fondamental dans notre pratique de médecin. Et deuxièmement, c'est avoir des innovations de méthodes d'analyse qui sont des instruments. Et grâce aux instruments, pouvoir avoir une information plus précise sur la marche, information que l'œil ne voit pas. Comment est-ce que vous êtes intéressé, vous, à cette technique que vous avez presque inventée, hein? Non, j'ai collaboré avec un chercheur de l'INRA qui avait travaillé sur les chevaux et qui a mis au point une méthode pour analyser la locomotion des chevaux. Et quand j'ai vu les résultats qu'il obtenait sur les chevaux, je me suis dit, mais il faut transposer cette méthode à nous-mêmes, à l'homme, à l'humain. Et à partir de ça a été mon travail pendant plusieurs années. Et maintenant, l'innovation est acceptée, l'innovation fait partie de notre pratique courante et on peut la mettre en application au service de nos patients. Vous êtes une médecine palliative? Non, ce n'est pas de la médecine palliative, c'est au contraire, on va vers l'identification précoce d'un trouble pour essayer de faire de la prévention et essayer de réduire les conséquences, je dirais, qui sont la dépendance ou qui sont les chutes, qui sont 2 grands problèmes de santé publique actuellement. Et on essaye, je dirais, à partir d'une plainte du patient. Et ça, c'est la chose importante, c'est que le patient, on l'a longtemps dit ce matin, le patient ressent très bien ce qu'il est. Et à partir de ce ressenti, où il va dire j'ai une marche instable, je ne suis pas assuré dans ma marche, j'ai peur de tomber, il faut tenir compte, il faut prendre en compte cette information que nous donne le patient et à ce moment-là, mettre en œuvre tout un travail de clinicien, un travail d'analyse pour essayer de comprendre le pourquoi. Et quand on a compris le pourquoi, essayer d'apporter des solutions. Parce qu'on ne voit pas à l'œil nu un problème de marche. On va regarder un sujet tout de suite. On va retrouver une de vos patientes que on l'appellera Agnès. Agnès. Voilà. On va regarder tout de suite Agnès. Voilà. Lorsqu'on est venu vous voir à Laval, voilà, Agnès, lorsqu'on la voit marcher,
Pas l'impression qu'elle a un problème. On n'a pas du tout l'impression qu'elle a un problème. Et pourtant, en elle-même, elle ressent qu'elle est instable dans sa marche. Elle ressent qu'elle n'est pas assurée. Et même certains patients vont vous dire, j'ai l'impression d'être une marche ébrieuse. Ouais. Et donc, à l'œil nu n'est pas suffisant pour constater cette anomalie. Et le patient le ressent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aider Agnès? À partir de ce moment-là, il y a tout un entretien, je dirais, classique qui va se faire pour essayer premièrement écouter la patiente, deuxièmement, je dirais, avoir les informations sur ses antécédents, ses pathologies, et puis après, on va faire une analyse, on va la voir, analyse de la marche avec cet appareil qui est un accéléromètre, maintenant qui a été une innovation importante et qui reste une innovation. On peut, grâce à cet outil d'analyse de la marche, on va voir comment elle va se dérouler. La patiente va faire une marche dite normale dans le couloir et à ce moment-là, on va avoir après sur notre ordinateur une analyse extrêmement fine d'un certain nombre de caractéristiques de la marche. Et parmi ces caractéristiques, bien sûr, il y a la cadence, bien sûr, il y a surtout la régularité. On pourra en discuter tout à l'heure de l'importance de la régularité de la marche. Alors, il y a une première marche qui est une marche normale, on dira, et une deuxième marche qu'on n'a pas vue là enregistrée parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence à l'image. Alors, ce qui est le principe de base, c'est que la marche n'est pas automatique. La marche fait appel à nos ressources cognitives, par exemple l'attention, et la marche va capter une partie de ces ressources cognitives lorsque l'on marche. Donc si on demande au sujet de faire un décomptage à haute voix, qui est une ressource d'attention et une ressource de mémoire de travail pendant sa marche, et si sa réserve cognitive est insuffisante, on va observer une dégradation de la marche. Et donc on est capable de mesurer de combien la marche va se dégrader et de combien la ressource cognitive est diminuée. Et qui dit ressource cognitive diminuée dit trouble de la mémoire, qui dit trouble de la mémoire dit signes précoces éventuellement de personnes qui vont vers une certaine dépendance. D'accord. Donc on a vu après l'étude de courbe, donc la marche normale et la marche cognitive. La marche en double tâche. En double tâche, autant pour moi. Et puis donc derrière, les solutions. Alors derrière les solutions, ça va être premièrement un meilleur équilibre thérapeutique, par exemple pour une hypertension artérielle. On sait que c'est un facteur de risque important. Ça va être aussi un meilleur équilibre de vie. Ça va être aussi, je dirais, les médications en dernier. Parce qu'après, je dirais, le travail que l'on peut faire, travail sur l'activité physique, travail sur une reprise d'entraînement sportif. Et maintenant, ça a été prouvé, largement prouvé, que l'activité physique et un travail de conditionnement physique vont avoir des interactions sur les fonctions cognitives, sur nos fonctions mentales. Et on peut travailler sur les fonctions mentales pour améliorer la qualité de la marche. Et ceci a été largement prouvé depuis de nombreuses années. Vous êtes combien à pratiquer cette technique? Oh, je dirais moins d'une dizaine. Actuellement en France. Ouais. Mais c'est tout l'objectif qu'on a actuellement. On s'est donné 1 an pour cela, partager et trouver des relais pour que d'autres continuent à le développer. Très important ce que vous nous avez dit là, parce que c'est simplement par la marche, parce qu'on a une gêne tous les jours en marchant, on peut arriver à déduire beaucoup de choses. Effectivement, la marche, dans ces conditions dites de double tâche, précède parfois de nombreuses années des expositions au risque de dépendance. Comment on arrive à vous joindre? Est-ce qu'il y a un réseau? Est-ce que vous êtes regroupés? On a fait une information, oui, il y a un réseau, effectivement. On a mis un réseau en place au niveau du centre au niveau de la Mayenne, entre la clinique, entre l'hôpital, avec les gériatres, avec, je dirais, des neurologues. Bon, il y a tout un réseau qui fonctionne et qui fonctionne bien. Et ensuite, on a fait une formation auprès des médecins généralistes. Tous les médecins généralistes du département ont été informés, de façon à ce qu'on reste un petit peu dans une pratique médicale, je dirais, habituelle, c'est-à-dire les patients sont référés par le médecin généraliste à cette consultation dite marche instable. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Grimont-Pré, lorsqu'on écoute toutes ces personnes, on se dit qu'il faut communiquer. Il faut faire connaître leur discipline. Il faut que tout le monde puisse avoir accès à leurs soins et à leurs techniques. C'est peut-être la réflexion que vous faites, vous, après avoir écouté tout le monde. Oui, alors d'abord... en effet, très intéressant de voir les différentes expériences et puis la mobilisation et l'implication de chaque professionnel dans son propre secteur. Moi, je retiens peut-être 2 éléments. Un, et je crois que c'était un constat qui a été partagé, on a un système qui est beaucoup trop curatif et donc comment travailler mieux en dynamique de prévention, comment mieux anticiper la dégradation d'un état de santé. Et je crois que ça c'est vraiment un enjeu pour nous. Et le deuxième enjeu, c'est comment arriver à avoir une prise en charge globale des besoins de la personne. Certes, il y a des gestes techniques qui sont de plus en plus techniques, qui mobilisent des ressources de plus en plus précises et donc des compétences de plus en plus aiguës. Et en même temps, ça paraît paradoxal, mais il faut qu'on arrive à les concilier. En même temps, il faut arriver
à avoir une prise en charge beaucoup plus globale. Il faut développer tout ce qui est soins de support dans la dynamique en effet de la douleur. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'on a des secteurs qui sont plus en avance. La psychiatrie est plus en avance, la cancérologie est plus en avance. Donc il faut qu'on puisse s'appuyer sur ces expériences pour arriver à développer une dynamique de prise en charge beaucoup plus globale des besoins de la personne et pas juste de son symptôme par rapport à une prise en charge uniquement thérapeutique. Merci beaucoup. On va se tourner maintenant vers Lorraine. Lorraine, est-ce qu'il y a des questions sur le web ? Oui, Julien, des questions, notamment Paul Dumont qui demande si d'autres méthodes peu connues ou reconnues comme les magnétiseurs peuvent-elles être utilisées. Qui veut répondre ? Monsieur Valard ? Je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre. Excusez ma gorge. Ce que l'on essaie de faire quand on introduit les médecines douces ou les thérapies complémentaires dans les établissements hospitaliers, c'est d'avoir non seulement de mettre en place une déontologie, et surtout de rappeler qu'il n'y a pas de substitution entre les thérapies complémentaires et la médecine traditionnelle. Voilà, ça, c'est fondamental. Il n'y en a pas un qui va prendre la place de l'autre. C'est une complémentarité sur laquelle on joue. Alors, magnétiseur, je n'y connais rien, sincèrement. Je ne vous répondrai pas plus. D'accord. Personne n'y connaît rien, et surtout pas moi. Donc, on va continuer là-dessus. Oui, c'est vrai que les magnétiseurs, d'un seul coup, on se demande. Hein, pourquoi pas, mais pas. Voilà. Une autre question, Lorraine ? Oui, une autre question d'Alain de Saint-Sébastien qui demande comment Maria a-t-elle été accueillie par les médecins en tant que musicothérapeute ? En musique ? Tout à fait. Je pense que j'ai eu vraiment de la chance d'avoir une équipe de médecins très sensibles à l'écoute musicale. D'ailleurs, parmi l'équipe, par exemple, il y a des anesthésistes qui étaient pianistes elles-mêmes. Donc, ils étaient très réceptifs. N'empêche, j'étais obligée, en présentation de mon projet, vraiment aller sur le terrain scientifique et vraiment remonter toutes les études qui étaient faites, qui prouvaient effectivement que la musique a sa place. Parce que sans ça, je pense que je ne serais vraiment pas écoutée, parce que les médecins, en fait, c'est ce qui les intéresse, c'est vraiment, c'est des terre à terre, c'est vraiment, est-ce que ça marche ? Si ça marche, pourquoi ? Donc, du coup, effectivement, j'étais vraiment très bien accueillie. Et c'est grâce à ce travail ensemble entre les gynécologues, pédiatres, anesthésistes, que finalement, ce projet a pu avoir lieu. Vraiment, je suis très heureuse de cet accueil à Polyclinique qui était vraiment très sensible à ça. Ce n'est pas le cas de tous les musicothérapeutes dans d'autres institutions. Ça changera. Oui. Et puis en plus, j'ai l'impression que dans votre réponse, il y avait la réponse à la question d'avant. Oula. Oui, parce que vous avez parlé de projets, de chiffres, de genre scientifique. Oui. C'était un petit peu la réponse à la question d'avant à propos des magnétiseurs. Voilà. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, et je suis sûr que vous êtes tous d'accord, passer à la troisième partie. Nous allons nous intéresser à l'hôpital de demain. Demain, ce sera chez vous l'hôpital. Oui, oui.